Oui, j'ai du mal à reconnaître mes erreurs, je sais. Ne m'en veux pas car j'ai du mal à m'exprimer, mais j'essaye, c'est tout moi. Gagne souvent moins de 1 000 € par mois. C'est tout moi. Sachant sa Il y a ceux qui veulent une vie de rêve et celles qui rêvent d'une vie où jamais l'amour crève, mais ça c'est pas possible. Je crois que tout tient qu'à un fil tant que... Suivez Samedi Sport sur Canal 2 avec Eddie Discar. Rue d'à côté, Monsieur et dames, l'enfant bonsoir star a et créé le bienvenue cadre pour dans cette offrir cette édition chance. de l'actualité du sport à l'international. Nous sommes en direct et en exclusivité, bien sûr, sur Canal 2. Et nous nous excusons, bien sûr, pour le léger retard occasionné ce soir. Voici, messieurs, dames, le sommaire de Samedi Sport. Au sommaire de Samedi Sport, dossier du jour autour de l'analyse de la rencontre Cameroun-Niger. Le 11h30, l'homme du match et la performance du capitaine Stéphane Mbia. Nous irons aussi à la découverte d'une pépite du football italien, Gianluigi Donnarumma, titulaire au Milan AC à seulement 16 ans et demi, avec une intervention exclusive de Simone Rovera, journaliste à Tout au Sport. Le Classico Real Barça sera aussi au cœur de cette édition, avec les enjeux de la rencontre, la Neymar dépendance sans Messi et un documentaire exclusif du parcours de la star brésilienne. Et nous sortirons avec le Master 1000 de Londres et les 8 meilleurs joueurs de tennis. Monsieur et dames, sur les antennes de Canal 2 International, voici pour vous Samedi Sport. Salut, c'est Nicolas Nkoulou. Suivez Samedi Sport sur Canal 2. Retour sur le plateau de Samedi Sport pour la présentation du panel qui ce soir est constitué du coach Diallo Siwe qui est avec nous, le coach de l'Union. Coach, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tout le panel. Et je profite ici pour faire un coucou à la famille, à une chère famille à moi, de la famille Angola. Très bien. On vous remercie une fois de plus d'être parmi nous. À ses côtés, Franck Éric Difo, notre constant habituel. Franck, bonsoir. Bonsoir Eddy, bonsoir à tout le panel et félicitations encore au coach Diallo Siwe, meilleur entraîneur de Ligue 1. Il faut véritablement le signaler au passage. Et puisqu'on parlait de famille, joyeux anniversaire à Rize Noupoué, un cousin à moi qui souffle sur une bougie de plus ce jour même. Vous parlez justement de Ligue 1, on en profite aussi pour accueillir sur ce plateau le capitaine des Astres de Douala, Eumie Kabon qui est parmi nous. Eumie Kabon, bonsoir. Bonsoir Eddy, bonsoir à tous les panélistes. Bonsoir particulier à ma famille du côté de Nobel et sans toutefois oublier aussi du côté de Garoua. Très bien, on en profite effectivement pour aussi adresser un énième coucou à votre famille du côté de Nobel. Et on termine aussi avec un tout nouveau Silvio Demba. Bonsoir Silvio. Bonsoir Eddy, bonsoir à tous les téléspectateurs. Bon, je vais faire un coucou à tous mes fans du côté de Kosamba, là où j'ai grandi. J'ai une belle histoire de ce côté-là. Je suis content d'être parmi vous ce soir. Très bien, le Cameroun semble être très bien représenté ce soir sur ce plateau. On en profite pour débuter avec la première rubrique de cette édition, la rubrique Média Presse, présentée par William Bella, au montage, Brian Wembe. Bonsoir et bienvenue dans la rubrique Média Presse. Le site Camfoot, avec la phrase du ministre Bidung Pat, leur est à la préparation des CAN 2016 et 2019, tout en faisant comprendre que le temps du processus électoral est passé et qu'il serait désormais dans le rétroviseur, et légitimise donc le président Tambi Aroko au grand désarroi du camp d'Abdurrahman. Bidung Pat confirme Tambi. L'info fait la une du 45x2 avec la sélection du Cameroun qui a peiné à se qualifier face au Nigeria à Yaoundé après un stage au centre technique de la FECAFOOT. Les hommes de Richard Toa, les U23, se sont envolés pour l'Égypte où ils rencontreront les pharaons de la même catégorie. Presse Sport, avec le cas Bizumpat qui aurait humilié la CCA avec la décision de ne pas tenir compte des décisions prononcées par la CCA. Cependant, du côté de la Ligue 1, Gubertin Djipang serait pressenti pour être l'entraîneur du Racing de Bafoussam. Selon The Mirror Sport, Arsenal serait prêt à débourser 40 millions de livres, véritable contrat en or, pour prolonger sa star chilienne Alexis Sanchez et l'empêcher de quitter le club en direction de Manchester United ou le Real de Madrid qui ferait désormais partie de l'annonce. The Sun Sport révèle que même les joueurs anglais ont chanté la Marseillaise lors de la rencontre Angleterre-France à Wembley en hommage aux victimes. Dopage avéré au Portugal selon une enquête menée par le quotidien Abola sur des cas de quelques athlètes portugais, la tempête autour de l'IAF continue de faire ravage. J-2 pour le Classico Juventus Milan, qui est aussi un duel de génération entre Buffon et le précoce Gianluigi Donnarumma, le gardien du Milan à 16 ans et demi. D'autre part, le quotidien offre une autobiographie de Bobo Vieri, l'ex-star du football italien, et aussi le rêve fou de l'Inter de faire signer Pirlo cet hiver.
Le plus grand déploiement policier depuis les JO de 92 sera autour du Classico à J-2 avec le retour imminent de Ramos qui revient de blessure selon le Marca. Le quotidien catalan Sport indique que le tridente Messi, Suarez, Neymar sera bien présent à Bernabéu pour le Classico dans 2 jours. Kicker, l'hebdomadaire allemand, fait un focus sur Aubameyang, l'attraction du football européen au vu de ses stats les plus impressionnants d'Europe et qui aurait dit non au Barça pour cet hiver. Le quotidien L'équipe rend un vibrant hommage à la star de la balle ovale, John Alomou, qui s'en est allé à la suite d'une crise cardiaque à Auckland à l'âge de 40 ans. Ce dernier était atteint d'un grave dysfonctionnement rénal. Papa, tu m'emmèneras voir un match de l'Euro? Comme cet enfant, la France du football s'interroge déjà sur la capacité de la France à sécuriser le nombre public pour l'Euro 2016. Ce sera tout pour la rubrique Média Presse. À très bientôt. Bien évidemment, on va s'intéresser à la qualification des Lions pour le 3e tour qualificatif de la Coupe du Monde Zone Afrique 2018. Avant cela, on va d'abord faire une analyse assez brève des nations qualifiées en zone Afrique avec le tableau que vous allez voir apparaître à l'instant pour essayer de constater qu'effectivement il y a une vingtaine de nations, Franck et Eric Difo, qui sont qualifiées pour cette phase de poule au niveau de la compétition zone Afrique. On va aussi observer qu'il y a des nations telles que l'Égypte qui sont présents, la Guinée équatoriale, le Burkina Faso, le Maroc, la Libye, le Cameroun bien sûr, la Tunisie, le Nigeria, le Mali, l'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire, le Cap-Vert, le Ghana, le Congo, le Sénégal. Lorsque vous voyez la liste dans son ensemble ainsi présentée, à votre avis, il n'y a pas de grande surprise, il n'y a pas de petit absent? Pas de grosses surprises à ce niveau. C'est vrai qu'on aurait attendu d'autres sélections telles que le Togo qui, face à l'Ouganda, faisait office de grandissime favori même devant l'Ouganda. Mais le football aujourd'hui, quand on ne joue pas, ça se paye cash. La star nationale n'était pas présente. C'est vrai qu'il est un peu disparu de la scène internationale ces derniers jours, Emmanuel Shea Adebayor, mais ça n'explique véritablement pas la lourde défaite du Togo 3-0 face à la modeste équipe de l'Ouganda. Je pense que pour le reste, c'est des équipes qui sont déjà, au jour d'aujourd'hui, habituées à ce niveau de la compétition, parlant des éliminatoires, des phases de poule, des éliminatoires de compétition en zone Afrique. C'est vrai qu'on a eu un petit doute après la défaite de l'Égypte face au Tchad en match aller 1-0, mais ils se sont véritablement bien remis, ils se sont bien repris et sont qualifiés pour cette phase de groupe. Et c'est vrai qu'effectivement, comme vous l'avez si bien dit, il n'y a pas de grande surprise, si ce n'est le cas du Togo avec l'absence d'Adebayor. Et on l'explique aussi par les différents troubles qui existent aussi au sein de la fédération togolaise de football. On évolue tout simplement avec l'analyse de la rencontre du Cameroun face au Niger du côté de Yaoundé. Pour d'abord s'intéresser aux 11 entrants qu'on va voir apparaître bien sûr pour essayer de disséquer cela, pour comprendre s'il y a des surprises, si du moins il y a eu des surprises dans ce 11 entrants, parce qu'à 3-0 tout de même en faveur du Cameroun au match aller, on a un peu espéré tout de même que les coachs locaux feraient preuve d'un peu plus d'audace. Alors le 11 entrants que voilà bien sûr avec Kameni au goal, Oyongo Bitolo à droite, Koulou à l'axe accompagné de Chedjou, Bedimo à gauche, Stéphane Dia au milieu de terrain dans l'entrejeu avec Sébastien Siani et Choupo-Moting dans un rôle assez inhabituel de meneur de jeu, Clinton Ndji à droite sur le couloir droit et Sali Edgar sur le flanc gauche et Abouaka Vincent. Coach Diallo Sirui, lorsque vous avez vu ce 11 entrants, vous n'avez pas été surpris du manque d'audace de la part des coachs actuels? Non, je ne dirais pas que c'était un manque d'audace, parce que la différence est faite au match aller. Je pense qu'il fallait pour les coachs jouer devant le public, en jouant devant le public à Yaoundé, c'est-à-dire rassurer tout le monde, quoi. On a besoin de cette victoire à Yaoundé. Il fallait faire plaisir à notre public, quoi. Donc il fallait à tout prix gagner ce match. Ils ont pensé qu'il ne fallait pas changer l'équipe qui gagne. Et que bon, ils ont jugé comme il fallait. Bon, moi je crois que c'était la bonne manière. Mais le résultat nous a manqué parce que devant notre public à Yaoundé, il fallait à tout prix remporter la victoire. On a eu quelques flops qu'on peut observer durant cette rencontre. Des flops parce qu'ils ont eu des performances en dents dessous. On peut le reconnaître, notamment Henri Bedimo, le latéral gauche lyonnais. On reconnaît que le flanc gauche de la défense camerounaise était assez flexible tout de même. Aurélien Chedjou également, qui était assez... Emi Kabon, est-ce que vous partagez cet avis qui constitue à dire que
l'équipe du Cameroun a manqué un peu de présence, même si on a su tirer notre épingle du jeu face au Niger. Je reviens déjà un peu sur ce que le coach disait tout à l'heure. Ce n'était pas facile pour le coach Belinga et le coach John Kemp de changer l'équipe d'un seul coup. Bon, voilà, jouer devant notre public n'a jamais été facile. Et je pense qu'avec les 3 buts qu'on a pu marquer au match aller, c'était plus facile pour nous de nous qualifier ici à domicile. Alors la présence des sélectionneurs locaux, comme on a si bien dit Franck-Éric Defoe, on espérait que naturellement il ferait preuve d'un peu d'audace pour pouvoir donner une certaine place à ces joueurs locaux qui sont actuellement au sein du groupe. Parce que si vous menez à l'extérieur 3-0 et que vous arrivez à Yaoundé, n'êtes pas capable de titulariser un joueur qui joue localement, alors qu'on a passé le temps à prôner la présence des entraîneurs locaux qui malheureusement n'ont pas le cran de titulariser les joueurs locaux, on se pose des questions. N'oublions pas le contexte dans lequel ces entraîneurs-là se trouvaient là. Ils étaient déjà intérimaires, ils avaient une mission, c'était de qualifier le Cameroun. Je pense qu'ici, il n'y avait véritablement pas le temps pour... 3-0 en faveur. C'est vrai qu'il y a eu un 3-0 à l'extérieur, mais vous vous rendez compte sur la rencontre, sur la manche retour, que si ces entraîneurs-là avaient été audacieux, s'ils avaient pris un risque qui pouvait les coûter cher, eh bien Moussa Mazou n'aurait pas mis 40 minutes à vous le faire payer très très cher même d'ailleurs. Il a fallu malgré cela un très grand Idriss Carlos Kameni pour qu'on ne puisse pas prendre effectivement des buts. Vous l'avez trouvé très grand ou bien sur les occasions qu'il a assez chanceux sur certaines occasions qui ont été... Non, pas chanceux. C'est vrai que la chance va avec, mais il y a d'abord l'expérience et le positionnement du gardien de but, de par l'attaquant qui est en train de venir, de par l'action qui est en train de se dérouler. Je pense que c'est dans ça qu'Idriss Carlos Kameni a gagné et montre effectivement sa grandeur par rapport aux autres qui sont sur certains de jeux-là. Maintenant, on dit qu'on a prôné les entraîneurs locaux qu'ils viennent titulariser des joueurs locaux. C'est pas ce qu'on a dit. On a tout simplement essayé de savoir pourquoi est-ce que lorsqu'on mène 3-0 à l'extérieur, je suis désolé, on joue face au Niger, c'est pas non plus le Brésil, on n'a pas le courage de titulariser des joueurs comme le latéral gauche. Alexandre Kombi-Manjan. C'est vrai qu'au regard de la prestation d'Henri Bédimo à la fin, on se serait posé la question pourquoi ne pas avoir donné la chance à Alexandre Kombi-Manjan qu'on sait. C'est un exemple, c'est un exemple, c'est vrai parmi. On peut aussi prendre le Abouna Djana qui était là aussi, etc. C'est vrai, mais maintenant, ils avaient que ces entraîneurs-là ils ont pensé à cela. Je suis sûr que ces entraîneurs ont pensé à cela, mais comme le disait Alexandre Belinga en conférence d'après-match, c'était l'essentiel aujourd'hui, c'est la qualification. C'est vrai qu'il y a des chantiers à venir. Est-ce que ce n'est pas une excuse trop facile de dire que je pense pas. C'est pas une excuse trop facile. Souvenez-vous, la saison dernière, lorsque Mourinho était sur sa belle lancée, c'est un match de COP, je crois, face à Liverpool. Il a décidé de donner, entre guillemets, une chance à des joueurs venus d'ailleurs, notamment en réserve, et qui se sont très bien illustrés face à Liverpool. C'est aussi ça, là, le caractère des grands coachs. Je pense que ce n'est pas dans le même contexte. Ici, on a mené 3-0. Et vous savez que c'est une équipe qui n'est pas construite par ces deux entraîneurs, quoi. C'est la liste qu'a fait Volker Finker. Bon, il ne fallait pas prendre assez de risques maintenant. Là, bon, maintenant qu'ils ont observé, ils ont vu. Mais maintenant, les prochaines listes, je crois qu'ils feront, ça va être un peu différent par rapport à celle-là, quoi. Maintenant, ils feront leur liste à eux. Et après, non, par rapport à ça, on pourra les juger. Donc, ils ont utilisé que les joueurs qu'il a convoqués, qu'il a convoqué Volker Finker. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas les juger par rapport à ça. Mais je pense qu'il ne fallait pas prendre certains risques. Il fallait à tout prix gagner. Ils ont pensé qu'il fallait à tout prix gagner. Il fallait gagner à Yaoundé parce qu'on était déjà qualifié pour assurer le public, quoi. Moi, je crois que c'est ça. Revenons sur le cas des flops de cette rencontre. On peut citer quelques flops en termes de performance assez... vraiment pas à la hauteur, on va dire cela comme ça. En tout cas, Boubacar Vincent qui n'a pas été à la hauteur des performances habituelles, notamment du match aller. Clinton Ndié également, Aurélien Chedjou et Bédimo. Ces cas, Franck-Éric Defoe. Parlant d'Aurélien Chedjou, c'est vrai que chaque fois qu'il est allé à des duels contre Moussa Mazou, à 80%, il a été dominé, il a été battu. Par là-dedans, il a été pris de vitesse par Moussa Mazou. Mais au duel corps à corps, homme à homme, je pense qu'il a essayé
par rapport au match aller, a sorti un peu la tête de l'eau, même si ça n'a pas été ça. Le disais encore, en termes de vitesse, il a été dominé, il a été battu. Henri Bédi-Mossamé, de par son vécu, de par le talent qu'on lui connaît, c'était véritablement pas ça. Je me rappelle véritablement pas avoir vu dans ce match un centre d'Henri Bédi-Mossamé. Pourtant, à maintes reprises, il s'est retrouvé dans sa zone, cette zone-là qui lui permet effectivement d'offrir des centres à ses attaquants quand on sait qu'on a des garçons comme Vincent Boubacar ou encore avec Maxime Choupo-Moting et Stéphane Bia même qui viennent de derrière. Il le fallait, il a hésité à maintes reprises. Clinton Djie, on sait tous, c'est un garçon qui est arrivé en Angleterre et qui peine effectivement à s'imposer. C'est vrai que le championnat anglais, ce n'est pas le championnat français, il doit s'imposer, il n'a véritablement pas de temps de jeu. On attendait beaucoup trop, je crois même on attendait beaucoup trop, il n'a peut-être pas été à la hauteur. Vincent Boubacar maintenant pour lui, lors de la manche aller à Niamey, Vincent Boubacar a eu plusieurs occasions de but qu'il n'a malheureusement pas pu inscrire. Je pense que la défense nigérienne de ce match aller-là a pu apprendre des choses, comprendre ce qu'il y avait lieu de faire. Et Mohamed Chikoto, à tous les coups, a mis très mal à l'aise Vincent Boubacar dans cette rencontre-là. Chikoto, qu'on connaît très rugueux, qui n'a pas hésité à mettre Vincent Boubacar en difficulté. Avant d'arriver au cas à Vincent Boubacar, on va revenir sur les stades du capitaine Stéphane Bia qu'on va voir à l'image. Et je vais demander à la technique, bien sûr, que ce soit en grand écran. On voit 53 ballons joués par Stéphane Bia et 5 passes perdues, tout de même 5 ballons perdus et 4 ballons joués de la tête. Grosso modo, voilà quelques statistiques du joueur Stéphane Bia durant cette rencontre. Mais on a des choses aussi qu'on a observées, d'où vous qui le connaissez assez bien, puisque vous l'avez aussi encadré du côté de l'Acadie Sport Academy. On a observé que Bia, malheureusement, malgré le fait qu'il touche énormément de ballons au milieu de terrain, ce n'est pas ce joueur qui a tendance à faire accélérer le jeu. Est-ce que ce n'est pas un problème au niveau de son positionnement au sein de cette équipe? Est-ce que ces caractéristiques-là ne semblent pas être révélatrices de la situation de Stéphane Bia? Un joueur qui touche autant de ballons et il n'accélère pas le jeu au milieu de terrain, surtout quand on sait aujourd'hui le rôle des milieux de terrain. Je crois que le plus grand flop dont tu parlais tout à l'heure, c'est pas au niveau individuel, c'est au niveau collectif. Mais je crois que le concept dans lequel on joue, là, parce que depuis là, on ne produit pas le jeu, vous avez vu qu'on a eu la peine, même à l'aller, de produire, parce qu'on a marqué les buts sur le coup de pied arrêté, de produire le jeu de pouvoir. Quand il fallait qu'on joue chez nous, quand il a fallu qu'on s'impose chez nous par notre jeu, montrer qu'on est plus fort, on n'a pas pu parce qu'on n'a pas on n'a pas ce film, on n'a pas pu jouer. Je crois que ça, c'est le plus grand flop. Donc, au lieu de les juger sur le plan individuel, parlons d'abord du collectif. Parce que le collectif n'est pas bon, les joueurs sur le plan individuel, ça va être vraiment complexe. Donc, toutes ces lacunes individuelles qu'on a vues là, parce qu'il n'y a pas de fond de jeu, il n'y a rien qui est fait. Donc, à mon avis, non, c'est un problème qui ne date pas d'aujourd'hui. Ça n'est pas d'aujourd'hui. Est-ce que la capacité, l'attitude de Stéphane Bia de conserver le ballon de manière... Non, je crois que s'il est dans un très bon collectif, je pense qu'il est dans un très bon collectif. Ah, vous faites le tort au collectif. Oui, au collectif, c'est pourquoi je parle du grand flop. C'est au niveau collectif, c'est pas, à mon avis, ce n'est pas sur le plan individuel. Dans mon avis, je pense que les entraîneurs vont prendre le temps, peut-être la prochaine période FIFA, d'asseoir le jeu, de travailler cette équipe pour qu'elle puisse produire meilleur jeu qu'on a vu depuis un certain temps. Très bien, on va évoluer avec un autre cas, celui qu'on a considéré comme étant l'homme de cette rencontre, en tout cas côté camerounais, puisqu'il s'est brillamment illustré. Tout simplement, un joueur méconnu du grand public, Sébastien Siani, vous étiez au stade, vous l'avez vu à l'œuvre. Comment l'avez-vous trouvé, l'homme du match, Sébastien Siani, pour revoir à l'instant l'image? Sébastien Siani, il a fait un bon match, pas un très bon match, mais un bon match. Vous avez dit un joueur méconnu, je pense que c'est le thème, puisque dans les travaux même du stade Amadou Ahidjo, beaucoup de gens disaient « Ah, c'est un jeune milieu de terrain qui est en train de dominer, qui montre qu'il a plus de capacité que Stéphane Bia. » Avec non, je pense que le coach sur ce plateau ne me démentirait pas. Sébastien Siani n'est pas si jeune que ça. Il a fait ses classes également à la KSA avec les Stéphane Bia et Tounzi. Non, largement au-dessus de Stéphane. Une carrière au-dessus. Je dis une catégorie au-dessus de Stéphane. Voilà, effectivement, une catégorie au-dessus de Stéphane Bia et Tounzi s'est dit que c'est un garçon. Ça fait les cheveux. Vous comprenez que c'est un garçon qui a de l'expérience, qui a du talent. Il n'est pas aujourd'hui... Il a joué l'équipe nationale junior du Cameroun. Il a joué les Jeux africains avec... le coach Jean-Paul Akono. Je ne comprends pas. Vous avez entraîné Sébastien Siani et vous dites bien que c'est une catégorie au-dessus de Stéphane, bien sûr. C'est la même catégorie qu'on venait chez lui. Ah, d'accord. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous entendez par catégorie, vous? Je dis, quand Stéphane était minime, lui, il était cadet déjà. C'était un surclassé ou bien c'était pas surclassé déjà par son âge et puis... Parce qu'il a 28 ans et Stéphane Bia a 28 ans.
Non, mais c'est vrai, coach. Je comprends pas ce que vous... Non, je dis, il est venu avant, il fait une catégorie au-dessus. Ouais. Quand Stéphane est cadet à KSA, lui, il avait l'équipe première, quoi. Il a l'équipe première de KSA. C'est eux qui font monter l'équipe première de KSA pour la première division. Alors, revenons sur la performance du joueur Fankel. C'est vrai que c'était une très belle performance, mais j'ai compté 4 ballons perdus par Sébastien Siani. Et le 4e ballon est celui qui a failli coûter cher au Cameroun, puisque c'est sur ce 4e ballon perdu par Sébastien Siani. Il a essayé de trop conserver ce ballon pour chercher malheureusement une solution qui ne s'offrait pas à lui. Et sa capacité à se projeter vers l'avant, comment avez-vous apprécié cela? Parce que c'est lui tout de même au milieu de terrain qui a accéléré le jeu du Cameroun. Il a accéléré le jeu du Cameroun, mais pas en tant que tel, parce qu'à côté, ça ne suivait toujours pas. Chaque fois, il fallait qu'il se retourne forcément, malheureusement, pour chercher une solution derrière plutôt que devant, parce que devant, ça ne proposait pas assez. Sinon, c'est un joueur qui a, dans ce match, par rapport aux autres, le coach parlait encore du collectif. Le collectif n'a peut-être pas été ça, mais Sébastien Siani a été un cran légèrement au-dessus des autres. Mais je pense qu'il ferait mieux que ça. Il ferait mieux que ça s'il est positionné un peu plus haut, parce que Siani, c'est un numéro 10. Hein. C'est un numéro 10, c'est pas un joueur reculé. S'il est un peu plus avancé, je crois qu'il peut être meilleur que ça. Encore que si le collectif est bien huilé, il est capitaine de son équipe en Belgique. Il joue même 9,5, quoi. Donc, le reculer comme l'a fait là, je dis, c'est pas sa place. Il n'est pas à l'aise là-bas. S'il est un peu plus avancé, il sait faire encore meilleur que ce qu'il a fait dimanche. Très bien, on va donc en profiter pour accueillir, bien sûr, passer notre rubrique avec l'arrivée de Mirabeau Marop et le petit journal. Marop, enfin, Mirabeau, bonsoir. Bonsoir, Révé. On a eu du mal à vous retrouver dans les couloirs, tiens. Il est retard que jamais. Très bien, alors on vous écoute ce soir pour le petit journal de Mirabeau Marop. Bon, sauf catastrophe, on aura certainement la finale finalement de la Coupe du Cameroun ce dimanche entre la Panthère sportive du Ndé qui va tenter une 3e étoile et l'équipe du MS de l'Homme qui tente son premier trophée en Coupe du Cameroun. Mais aujourd'hui, on ne parle pas foot parce qu'il n'y a pas que le foot au Cameroun, il y a d'autres disciplines, notamment le rugby. On en parle rarement parce que hanté par des crises internes. Aujourd'hui, on vous montre l'autre face de la balle ovale au Cameroun, les belles faces du rugby, un document exclusif. Le rugby, seul sport de combat collectif, un sport d'homme. On a des bobos tous les jours, tu peux pas faire mal de rentrer sans avoir un bobo, mal à l'épaule ou peut-être au genou. Un mélange unique de brutalité et de finesse. Un sport sans calcul. Moi, tu sais, quand j'ai le casque, moi je m'en vais à l'impact. Et quand je pars à l'impact, je m'en vais vrai. Je ne pars pas pour m'amuser. Victime de ces crises internes, le ballon ovale tricolore est en quête de renaissance. J'ai aimé le rugby parce que c'est un sport de contact. Le rugby, c'est un sport d'homme. Ce n'est pas le sport des famelettes. Comme Laurent, le foot même, c'est le sport des prématurés. C'est tout vous dire sur l'état d'esprit de ces hommes avides de courage, ne craignant ni blessure, ni contact. Je veux voir, jusqu'à la fin, je veux voir. Tiens, tiens. Comme moi, peut-être je suis demi-démêlé et je n'entre pas trop dans les chocs comme les autres, tout ça. Mais quand il faut le faire, je suis partant. Et c'est là qu'on voit que je suis un homme, qu'il est cool, ouais, toujours au rugby. Nous sommes déjà dedans, on n'a plus peur de rien. Au début, j'avais trop de blessures. Quand je m'éclatais sur un sable, je rentrais, je cachais. Mais après 2 ou 3 jours, la blessure, ça se montrait. J'avais trop de soucis avec madame. J'ai des coéquipiers qui ont eu tellement de chocs graves. Et sur le coup, je me suis dit, ah, c'est comme ça le rugby, il faut que j'arrête. Mais dans l'âme et conscience, j'ai dit non, si j'arrête, c'est que vraiment, je ne suis pas un homme.
une seule personne monte en pointe, de grâce un lourd ou un 3 quarts. Comme je disais tantôt, ils ont une ligne de 3 quarts très rapide et inexpérimentée. Presque un miracle. Terminer une rencontre sans la moindre égratignure. Pas question de baisser la garde devant un adversaire. Le rugby est aux antipodes du one-man show. Du moment où c'est un sport de combat, on a besoin que les hommes soient toujours concentrés et éveillés. Il faut le faire constamment pour les motiver, pour les replacer. Il faudrait que les troisièmes lignes fassent leur travail. Les troisièmes lignes déblaient, les troisièmes lignes solidifient le molle, les troisièmes lignes solidifient le roc. Oui, ça c'est votre travail. Tu dois dominer l'adversaire moralement, physiquement, spirituellement. Donc, et dans ces cas, quelqu'un comme capitaine doit ramener ces gens à dominer l'adversaire. Deuxième mi-temps, on entre, on pose le jeu d'Adax. Le rugby, c'est d'abord un sport avec ses règles, ses codes, ses valeurs. Parce que c'est un sport complet, on le joue des pieds, on le joue de la main et on utilise beaucoup du physique. C'est vraiment compliqué, mais le tout c'est de pouvoir comprendre l'athlète en face. Et avant d'être des costauds, ce sont d'abord des humains. Les humains ils expriment les émotions. Maintenant, ceux qui étaient libres, c'est eux qui vont converger là où le ballon s'est bloqué. Le charme de ce sport, c'est d'abord le collectif, le social, parce que nous passons beaucoup de temps ensemble. Et sur le terrain, on éprouve beaucoup de difficultés et on arrive à les surmonter grâce à ce collectif-là. C'est un jeu, c'est un sport comme tous les autres, qui a des règles. Et ces règles sont respectées. Beaucoup de gens pensent que c'est un jeu de malade, mais ce n'est pas le cas. C'est nous qui allons les soutenir quand ils seront plus fatigués, parce que ça va carburer. La première des vertus étant le courage. La seconde est l'esprit d'équipe. Le rugby a deux gros compartiments, les avants et les arrières. Les arrières, c'est les hommes qui manipulent bien le ballon, qui sont assez véloces dans la course. Qui est la différence avec les avants? Les avants sont des messieurs assez massifs, très bons dans le contact, très bons dans le jeu physique. Les touches, les mêlées, c'est leur métier. Le rugbyman lutte contre sa peur. Il sait qu'il doit la dompter. Non pas pour lui, mais pour être à la hauteur du sacrifice de ses 14 autres coéquipiers. Et quand on encourage à fond ceux qui sont dedans, quand tu entres à fond. Tu entres pour montrer et donner le dernier. Le rugby, c'est pas un sport qui se pratique avec des coups de poing. De deux, si on accepte d'entrer dans un terrain de rugby, c'est qu'on est prêt à supporter tout ce qui est retombé du rugby. Ça veut dire des plaquages, arrêtardements. Et si on accepte les gens entrer, on est automatiquement prêt à tout recevoir. Comme la plupart des disciplines au Cameroun, le rugby souffre d'un manque criard d'infrastructures et de compétition. Le rugby au Cameroun n'a pas le même niveau que le football, le basket et j'en passe. Donc nous avons encore une marge de progression à faire et on fait avec ce qu'on a. Au Cameroun, en fait, à part le football qui est le sport roi au Cameroun, on ne parle plus d'autres sports. Vous avez vu que cette équipe, elle est joueuse, elle est physique. Je vous dis, restez concentrés. L'Ovalie ou le respect de ses coéquipiers et des adversaires. Accolade au coup d'envoi et d'honneur au coup de sifflet final. Certes, c'est un sport de combat, il est rude, il amène surtout à faire des grosses dépenses physiques, financières, mais quand la passion est au-dessus du sport, on s'adapte. Comment ça va? Ça va bien! Ça va bien, ça! Le rugby camerounais doit définitivement enterrer sa hache de guerre et reprendre la vraie cadence, le vrai tempo. Super reportage, une fois de plus signé bien sûr Mirabeau Marop. On en profite pour bien sûr rappeler, comme vous l'avez si bien suivi lors de la première rubrique de cette édition, la Média Presse,
avec le décès de John Alomo, la star du rugby mondial, l'équivalent de Messi au Pelé pour le football, Michael Jordan pour le basketball, bien sûr. On en profite pour vous diffuser cet élément pour rendre hommage à John Alomo, ce star décédé hier à la suite d'un arrêt cardiaque du côté d'Auckland. C'était un léger hommage rendu à John Alomo à la suite de son décès, comme on l'a si bien annoncé à l'instant. On en profite pour évoluer avec le second sujet de cette émission, constitué à une pépite du football italien, âgé tout simplement de 16 ans et demi, je dis bien 16 ans et demi, il est dénommé Gianluigi Donnarumma, retenez bien ce nom, parce qu'il va marquer les esprits dans les mois, et si possible, bien sûr, dans les années à venir du côté de l'Italie, notamment ce week-end déjà. Il sera titulaire face à la Juventus lors du derby du football italien, Juventus Milan AC. Alors on en profite pour en parler avec les panélistes ici présents, notamment Franck-Éric Difo. Franck, lorsque on vous parle d'un joueur comme celui-là, 16 ans et demi, déjà titulaire au Milan AC, il a été remplaçant au Milan AC à 15 ans et demi. Alors 15 ans et demi, c'est un garçon qui est plein de talent. Quand on le voit jouer, on a déjà cette sensation de voir un très grand gardien jouer, pourtant c'est encore un jeune, un bébé. Je suis sûr que Gianluigi Buffon joue au ballon quand il n'était même pas encore né. Il jouait déjà la première division, mais c'est un garçon qui est véritablement épatant. Pour un garçon de cet âge qui, l'an dernier, en 2014, a fait 3 catégories, a joué avec 3 catégories de sélection nationale en Italie. Il a joué avec les moins de 15 ans, les moins de 16 ans et les moins de 17 ans en une seule année. C'est dire que c'est un garçon véritablement plein de talent. Il est remplaçant au Milan, on sait, à début de saison, mais il a su s'imposer avec le début de saison difficile du Milan AC. Il est arrivé aujourd'hui, c'est beaucoup de sérénité dans les cages de cette équipe-là, et on espère que dans le derby qu'il opposera ce dimanche, ce week-end à son homonyme, il pourra, effectivement, il pourra, pourquoi pas, produire encore quelque chose de Avant de revenir avec Claude Diallo-Sirou et bien sûr Mika Bon et Silvio Demba, on va en profiter tout simplement pour écouter l'analyse faite par Simone Rovera, journaliste à Tuttosport, correspondant de Sky Italia, qui a bien voulu nous donner son avis sur le cas de Gianluigi Donnarumma. Simone Rovera, je rappelle que vous êtes journaliste à Tuttosport et correspondant de Sky Italia. Oui. Alors Simone, que penses-tu du jeune Gianluigi Donnarumma du Milan AC? C'est pas simple de faire déjà un premier bilan parce qu'il a joué vraiment 3-4 matchs. Une gardienne qui arrive à bien se déplacer sur toute la ligne de but, il est très rapide et il est très, très réactif. Donc il semble avoir déjà une formation complète, soit au niveau physique, soit au niveau de gardienne. Et après, il faut dire qu'il a sûrement d'excellentes qualités, surtout mentales aussi ça. Il est solide, il est fort, il n'a pas tremblé à se retrouver titulaire dans un stade comme San Siro à 16 ans. Donc aujourd'hui, il est considéré comme le plus grand avenir pour l'Italie, pour l'après Buffon. On espère d'avoir retrouvé un autre Buffon, ça serait magnifique pour le foot italien. Alors en Italie, est-ce qu'on est surpris par sa précocité actuelle? Alors un peu oui, même si ce n'est pas la première fois qu'on retrouve des gardiens être déjà titulaires à un âge très jeune. Il y avait 2 ans, on avait eu un gardien à Udine, Scoufette, qui avait joué titulaire à 18 ans pour presque la moitié de la saison. Dans le passé, on a eu d'autres jeunes gardiens qui, on pense, devenir une grande star. L'Italie a toujours eu une grande école de gardiens de but. Je pense que l'Italie a aussi d'excellents formateurs de gardiens de but. Donc, c'est plutôt étonnant que l'Italie, qui est un pays qui attend toujours beaucoup de temps avant de lancer des jeunes en première équipe, pour les gardiens, au contraire, donne beaucoup de confiance aux jeunes. Ça, c'est peut-être parce qu'on considère que le gardien de but doit être un peu inconscient dans sa façon de jouer au foot. Et donc, la jeunesse peut aider à être inconscient et aller chercher le ballon même compliqué ou des gardiens plus âgés très restés sur la ligne de but.
Donc, c'est surprenant de façon générale, oui. Mais pour les gardiennes, c'est une très belle exception qu'on fait dans cette recherche de l'expérience plutôt que la jeunesse. Très bien. Est-ce que Mihajlovic, l'entraîneur actuel du Milan AC, avait-il un autre choix en dehors de lui? Écoute, c'est un peu... il y avait Diego Lopez, mais Lopez s'est blessé il y a quelques semaines, mais la première exclusion, déjà, c'était un choix tactique, on peut dire, préféré d'avoir Donnarumma plutôt que Lopez après l'arrivée de la blessure du gardien espagnol. Le deuxième, c'est Abbiati, c'était Abbiati qui c'est lui aussi un autre ancienne du club, un joueur d'expérience, mais un joueur qui peut-être en ce moment, le Milan cherche de se renouveler, cherche de changer de visage, ne donnait pas tous les assurances dont Mihajlovic avait besoin. Quand même, on avait déjà vu dans les matchs amicaux cet été que Donnarumma avait des qualités, il était capable de trembler devant des adversaires importants, comme c'est les adversaires que Milan a rencontrés cet été. Donc, on s'attendait vraiment qu'un jour ou l'autre, Donnarumma aurait eu sa chance. Donc, c'est pour ça que Mihajlovic a fait grimper plus vite les marches de l'échelle de la hiérarchie du club, du poste de gardienne, et l'a lancé. Il y avait d'autres choix, mais Donnarumma, c'est l'avenir, et c'est dans un club qui est en train de changer de visage, c'est beaucoup mieux quand l'avenir commence de suite. Très bien, merci Simone Rovera. On vous remercie pour votre intervention sur Samedi Sport. Bonne journée à vous. Très bien. Alors on revient justement sur le cas de Gianluigi Donnarumma. Alors Coach Diallo, avec vous, on va faire la comparaison assez rapidement avec le football local, pour essayer de comprendre, est-ce qu'il est possible dans notre environnement à nous de voir éclore un tel potentiel à cet âge, à un si haut niveau? D'ailleurs, de mémoire, sauf si ça date peut-être sans doute de Mathusalem, mais de mémoire, on n'a pas connu cela. Même Kameni, qui avait 16 ans, qui était entre guillemets déjà dans une équipe professionnelle, n'était pas à ce niveau, à cet âge-là. Et en Italie, ils n'en sont pas à leur coup d'essai. Simone me le disait encore, on a Buffon qui était dans un cas similaire à 17 ans. Il y a Cassano aussi qui a débuté très tôt, à 17 ans. Il y a plein de joueurs qui débutent très tôt ou très haut niveau. Est-ce que c'est possible avec nous, avec notre formation, vous qui êtes justement un formateur assez connu aujourd'hui? Non, c'est vrai que c'est compliqué par rapport aux infrastructures. Nous n'avons pas de moule pour fabriquer ce genre de joueur. Vous voyez, il a un gros potentiel. Il est détecté très tôt, quoi. Aussitôt, il est mis en situation. En lumière. Oui, c'est très compliqué chez nous parce qu'il manque d'infrastructures, il manque de... Déjà, c'est complexe d'aller dénicher un jeune comme ça à cet âge, pourquoi à 16 ans, comment jouer à ce très haut niveau-là. Non, c'est compliqué, quoi. Il nous faut les infrastructures. C'est vrai que le Cameroun, aujourd'hui, il y a une école, il y a des écoles spécialisées de plus en plus. Des gardiens de but, mais déjà, il faut aller les chercher. C'est compliqué d'aller les chercher. Après, quand on les trouve, il faut les former ou dans quelles conditions il faut les fabriquer. Donc, c'est vraiment très compliqué de trouver les... C'est vrai qu'on a la chance, auparavant, de trouver les gardiens et de travailler aussi et faire qu'ils arrivent très vite, comme le jeune André Onana. Bon, c'est vrai qu'il a fait ses classes aussi au Barcelone. C'est quand même pas la même chose. Oui, c'est vrai que c'est pas la même chose, mais il faut aller fouiller, quoi. Il faut aller les dénicher à 10-12 ans, quoi. Et aussi les mettre au travail. Donc c'est vraiment compliqué parce qu'on n'a pas de matériel, on n'a pas d'outils pour pouvoir fabriquer ce type de joueurs-là. Est-ce que c'est pas une désolation finalement pour nous localement au Cameroun de voir comme ça de tels talents? Parce qu'on parle d'Italie, c'est aussi le cas en Espagne. Rappelons-le, Casillas a commencé au Real, il avait 17 ans. 16 ans. Oui, 16 ans et demi, 17 ans. Aujourd'hui, même localement, en première division, je dis avec la présence ici de Mika Bon, je pense que même au sein des Astres, ou bien au sein de nombreuses équipes qui rencontrent en première division, ne trouvent pas sur son passage des joueurs qui ont 16-17 ans. Sauf vraiment, Mika Bon peut nous en dire moi à ce sujet. Ouais, c'est vrai que c'est difficile. C'est vraiment difficile. Mais Mika Bon, vous et moi, on a été, rappelons-le quand même, à Futur Soccer quand on était jeunes. Ouais. Mais comment ça se fait qu'actuellement, oui, effectivement, si. quand on était jeunes, avec quelques-uns qui sont devenus justement des footballeurs. Mais Mika Bon, comment ça se fait qu'aujourd'hui, on ne trouve pas ces jeunes qui étaient formés à une certaine période et qui puissent aujourd'hui atteindre ce niveau?
C'est un peu ce que le coach disait tout à l'heure, c'est difficile au pays vu les conditions dans lesquelles nous vivons. Bon, voilà, je pense que le plus important au pays, c'est de ne pas lâcher, c'est de continuer à travailler dur. Et je pense que, parlant du cas du gardien italien, on a un jeune chez nous qu'on appelle Zogé qui monte vraiment en puissance. Et je pense que dès la saison prochaine... on entendra parler de lui. Ouais. Alors revenons avec vous, Franck Hérédifo, sur le cas bien sûr de Donnarumma, cette pépite d'ailleurs qui va affronter, on peut dire, sa star, Gianluigi Buffon, puisqu'ils ont les deux des prénoms identiques, Gianluigi Donnarumma et Gianluigi Buffon. Ils vont s'affronter ce week-end lors du fameux derby du football italien. Bon, on attendra certainement de voir qui sortira vainqueur de ce derby, même si actuellement ces deux équipes ne se portent pas très bien sur la scène nationale. On sait que ça a été un peu difficile pour la Juventus avec le départ de quelques de ses stars malheureusement vieillissantes. Le Milan, on sait qu'il depuis 2 à 3 ans est en train de se chercher, continue de se chercher. Mais revenons encore sur la question tout à l'heure, une désolation. Je pense que la désolation, c'est pas seulement c'est depuis belle lurette déjà, mais malheureusement rien n'est fait. On espère juste que avec ce qui est fait ailleurs, on pourra copier de cet exemple-là pour amener un peu chez nous. Il n'y a pas de suivi dans les niveaux inférieurs. Malheureusement, on a des encadreurs, peut-être pas pour faire une fleur au coach Siewe Diallo, qui sont à même de suivre des centres de formation, mais malheureusement, les clubs de l'élite n'ont pas des catégories inférieures. Il n'y en a pas beaucoup qui ont des catégories inférieures. Je pense que vous viendrez à Douala, vous n'aurez que l'Union de Douala. Les autres clubs ont annoncé il y a plusieurs périodes déjà des catégories inférieures. Peut-être chez les Astres de Douala, on peut en trouver, mais dans les autres clubs de l'élite, pourtant c'était même une condition sine qua non pour ces équipes-là, pour que la première division puisse effectivement se jouer. Toutes les équipes de Ligue 1 devaient avoir des catégories inférieures et pourquoi pas des centres de formation. Malheureusement, cela n'est pas appliqué. Si ceci est véritablement appliqué, je pense que dans les années à venir, on pourra avoir des garçons comme ça. Oui, Mika, bon. Je pense que dans les Astres, on a des jeunes, surtout comme Len Onobisi. Bref, chez nous, dans les Astres de Douala, on a une catégorie junior où sont passés des joueurs comme Sambo, qui ont rejoint tout de suite l'équipe A. Bon, voilà, je pense que ce que Union est en train de faire aujourd'hui, les Astres le font aussi depuis quand même. Non, je pense que par rapport au gardien de but, nous avons eu un jeune qui a fini la saison avec nous à l'équipe première, qui a commencé comme 3e gardien, qui a 18 ans lui aussi. Derek Agnier qui est aujourd'hui avec la prime. Donc, c'est vrai que ça peut arriver, quoi, parce que la formation chez nous n'est pas aussi pointue. Heureusement que l'Union doit essayer de travailler. Bon, ces jeunes-là, il leur faut faire un certain rattrapage à un certain niveau parce que à la base, je crois que ça n'a pas été ça. Aujourd'hui, si le rattrapage est vraiment pointu, je crois qu'on peut essayer de récupérer ces gamins-là, quoi. Comme on a récupéré Derek Agnier aujourd'hui qui est international, la prime, qui a 18 ans, c'est le gardien titulaire, il a commencé comme 3e. Aujourd'hui, il est numéro 1 dans l'Union sportive de la. Non, il y a des jeunes comme ça qui sont pétris de talent, qui sont dispersés un peu partout au Cameroun, mais que si vraiment la détection est objective, on peut les amener au haut niveau, quoi. Non, il suffit seulement de les prendre et de les faire faire leur rattrapage, et après le reste va suivre. Finalement, c'est la faute à pas de chance, selon vous, Sylvie Aurélien. À écouter tous mes co-panélistes, je pense pour ma part qu'il se pose vraiment le problème de formation et de suivi au Cameroun. Il serait bon qu'à travers cette affiche qui se prône à l'horizon, Job Utiji et le nouveau gardien, le plus jeune, un peu comme un père et un fils, que vraiment notre gouvernement et tous ceux qui ont la tête à mettre des choses sur pied, de vraiment puiser dans cette affiche-là pour se dire, bon, pourquoi pas donner la chance à d'autres personnes. Justement, avec vous, Franck, il n'est pas exclu que Gianluigi Donnarumma le retrouve avec la Squadra comme 3e gardien à la future Coupe d'Europe. C'est vrai que pour le moment, quand on regarde, il peut le faire. Malheureusement, l'expérience, peut-être, c'est pas encore ça. Il y a beaucoup. En Europe, c'est véritablement bien organisé. On a pu avoir en France un garçon comme Alphonse Areola,
mais qui n'est pas en sélection première parce qu'il y a d'abord des catégories. Il est déjà en sélection. C'est vrai qu'il a fait une ou deux sélections, je crois, mais pour le dernier regroupement, il n'y était pas parce qu'il n'a pas eu de talent pour, malheureusement, mais parce qu'il y a effectivement des catégories inférieures qu'on doit suivre. Il est passé, Gianluigi Donnarumma est passé par les moins de 15 ans, les moins de 16 ans, les moins de 17 ans en une année. Pourquoi pas, il pourra encore nous surprendre et arriver en catégorie première. Très bien, on va donc en profiter pour sortir de ce sujet, tout simplement avec le Zapnet de la semaine. The French National Anthem. Hi, my name is Pau Gasol. Watch Samedi Sport on Canal 2. Retour sur le plateau de Samedi Sport pour la suite des sujets, bien sûr, concernant le Classico, cette fois-ci, entre le Real de Madrid et le Barça ce week-end. On a vu tout à l'heure, lors du Zapnet, effectivement, cet événement qui a endeuillé le monde et également le sport mondial. Ça a également eu écho du côté de la presse espagnole qu'on va voir juste à l'image avec cette affiche qui a dû rappeler aux uns et aux autres les conditions dans lesquelles le niveau de sécurité optimal qu'il y aura à Santiago Bernabéu justement pour la rencontre de ce Classico. On rappelle déjà que c'est du niveau des Jeux Olympiques de 92, comme l'a si bien entendu suivi lors de la première rubrique de cette édition, autour de la rubrique Média Presse. Alors Franck Hérédifo, tous ces incidents, déjà pour le Classico, il y aura le retour de Benzema avec la sextape, les incidents sécuritaires actuels, entre guillemets le cas Messi, le cas Neymar, la superbe forme, le cas Rafael Benitez qui ne fait plus l'unanimité au sein du vestiaire. Aujourd'hui, le Classico va dans tous les sens, on va dire ça comme ça. Le Classico va véritablement dans tous les sens, mais malheureusement, ce terrorisme en Europe est venu gâcher encore un peu plus la fête, on va le dire ainsi, parce qu'un Classico, c'est d'abord les supporters, c'est d'abord les tribunes, ça part de là, le Classico. Maintenant, sur l'ère de jeu, c'est deux équipes qui, certes, sont en tête du championnat, tirent le championnat, mais malheureusement, qui ne sont pas au meilleur de leur forme. Le FC Barcelone, qui n'a pas récupéré Lionel Messi au jour d'aujourd'hui, même si avec l'absence de Lionel Messi, on a Neymar qui est en train de s'imposer. C'est vrai que depuis son arrivée,
au FC Barcelone, il était un peu dans l'ombre de Lionel Messi. Aujourd'hui, il arrive à se laisser véritablement aller, si on peut le dire. On va voir ainsi. justement les stats de Neymar. On va demander à la technique de l'afficher en grand format pour pouvoir lire considérablement les statistiques de Neymar. J'insiste sur les statistiques de Neymar. Je remercie la technique de bien vouloir les écouter à 20 km de Santos, concernant au sud de São le Paulo, cas Neymar, qu'on va sans doute voir, en tout cas je l'espère. Santos, le temple d'un On dieu. observe que Neymar, depuis qu'il est arrivé en Espagne, est en train de s'illustrer positivement. Il s'illustre effectivement positivement et on espère que sa complicité avec actuellement Luis Suarez pourra permettre à cette équipe du FC Barcelone de véritablement s'imposer. Mais malheureusement, cette équipe risque, au vu des derniers chiffres, je vais m'arrêter sur des chiffres défensifs, le FC Barcelone qui est en train de réaliser défensivement l'un de ses purs débuts de saison. On sait qu'en 11 rencontres du championnat, le FC Barcelone a encaissé 12 buts, ce qui n'était plus arrivé à ce club-là depuis fort longtemps. Par contre, de l'autre côté, on a un Real Madrid qui est à 7 buts seulement encaissés, dont 3 seulement face au FC Séville. C'est-à-dire que c'est deux défenses qui pour le moment ne rassurent pas trop face aux grosses écuries. Mais on espère que de l'autre côté, les attaquants pourront effectivement faire le travail d'un côté Neymar et de l'autre côté peut-être Cristiano Ronaldo. Alors justement, on voit les stats de Neymar. Et 10 matchs joués, 11 buts inscrits et 3 pénaltys tout de même. Palmarès vainqueur de la C en 2015, champion d'Espagne en 2015, vainqueur de la Coupe d'Espagne en 2013 et également, je crois, c'est vainqueur de la Supercoupe en 2015. Parce que je vois de loin, effectivement. Bref, concernant le cas Neymar, on constate que avec son arrivée qui a été récente, je crois, on parle de 2013 notamment, il a déjà autant de titres que, bien sûr, le reste de l'effectif. Mais surtout, cette saison, il a un début de saison tonitruant. Tonitruant avec pas seulement des buts, mais de très beaux buts. On se rappelle encore de ce sombrero quasiment insolent lors de la dernière rencontre face à Villarreal pour le 3e but du FC Barcelone. Il arrive véritablement à se lâcher et on retrouve effectivement ce joueur brésilien-là qui danse mieux la samba sur des stades de foot. On va voir la comparaison entre Neymar et bien sûr d'autres joueurs de son calibre, notamment Messi et Cristiano Ronaldo, avec toujours des statistiques que vous allez voir s'afficher à l'instant à l'écran concernant Neymar, Messi et Cristiano Ronaldo. On observe que Neymar, à 23 ans, bien sûr, à 23 ans tout simplement, Neymar a inscrit 183 buts, Messi en a inscrit 150 et Cristiano Ronaldo, je crois, en avait inscrit un peu moins de 115 buts. Aujourd'hui, au même âge, Neymar affiche déjà de tels stats. D'ailleurs, Dunga n'hésite pas à dire de lui que c'est considérablement et de loin, largement le meilleur de tous, en tout cas pour l'instant. En club, oui, mais malheureusement pour ma part, un avis personnel, je pense qu'on lui a donné un peu plus de responsabilité en sélection nationale en lui offrant le brassard de cette sélection-là. Je pense qu'il n'était pas encore prêt pour arborer le brassard de cette sélection-là, mais au vu de ce qu'il a pu réaliser avec Santos du côté du Brésil, c'est des statistiques qui ne montent pas. Effectivement, c'est un garçon, c'est un très bon buteur, c'est aussi un très très bon technicien. On va revenir sur la presse espagnole justement. On évoquait à l'instant les incidents. On reste sur la presse espagnole, merci. On évoquait à l'instant les incidents survenus avant le Classico avec la presse espagnole qui va apparaître à l'image, en tout cas on l'espère cette fois-ci. Concernant le cas Messi et Neymar, en tout cas au vu de la tension qui existe actuellement au sein du football, je demande à la technique, dans la mesure du possible, qu'on puisse nous afficher les éléments concernant la presse espagnole. Ça nous permet de constater que les incidents, comme on l'a dit tantôt, survenus, en tout cas avec le cas Messi, sont en train de foutre conséquemment ce Classico dans une condition particulière. On observe aussi, selon le Mundo Deportivo, le retour de Messi. Peut-être un retour à l'entraînement, mais psychologiquement, est-ce que Lionel Messi est prêt quand on sait qu'aujourd'hui, il a beaucoup de problèmes avec la justice? On espère que d'ici là, il pourra... Mais je ne pense pas que pour ce Classico, il sera effectivement disponible, je ne pense pas. On a annoncé même Karim Benzema du côté du Real de Madrid aussi, mais il y a
moins de 5 heures encore, c'est le site de TF1 qui annonçait que Benzema n'était véritablement pas remis de cette blessure contractée. Et peut-être aussi de ses émotions. Bon, de ses émotions, je sais pas trop, ce sont des joueurs de football. Umi Kabon ne me démentirait pas. On peut vous annoncer que votre papa est décédé, vous êtes en train d'aller jouer un classico, vous devez vous surpasser, vous devez jouer un classico. Ces émotions-là, je pense pas que ça doit revenir sur votre moral. Et que pensez-vous de l'ambiance entre justement du côté du Real Madrid, entre l'entraîneur Rafa Benitez et son groupe, notamment Cristiano Ronaldo actuellement, qui semble dire que ce n'est sans doute pas l'homme de la situation. Aujourd'hui, on évoque aussi la possibilité de la présence de Zidane sur le banc de touche dans un futur proche. Je pense qu'en début de saison, même déjà, Rafa Benitez ne faisait pas l'unanimité en tant qu'entraîneur du club de la Maison Blanche. Aujourd'hui, c'est plus qu'évident qu'il y a un problème. Il faudrait véritablement, le coach Sio Diallo ne démentirait pas, un entraîneur qui n'est pas soutenu par son vestiaire ne peut véritablement pas faire son travail. Les consignes ne passeront pas. Il y aura beaucoup de difficultés effectivement à avoir des résultats. Et là, je pense il est encore temps avant que les choses ne puissent s'envenimer, comme du côté de Chelsea, de prendre des décisions intelligentes. Très bien, on va en profiter pour rester avec ce classico, avec justement ce joueur qui s'illustre si bien sûr on l'a si bien dit, hein, Neymar. Et on en profite pour vous diffuser un extrait d'un documentaire qui a fait beaucoup parler du côté de l'Hexagone, qui est d'ailleurs produit par l'équipe, qui nous permet bien sûr de la diffusion de cet élément exclusivement. D'ailleurs, vous allez comprendre aussi pourquoi dans les prochains jours, le partenariat qui est mis en place avec ce groupe pour pouvoir vous offrir le meilleur du sport, en tout cas sur les antennes de Canal 2 en exclusivité. On vous prie de bien vouloir suivre cet extrait de documentaire de la trajectoire de Neymar. C'est l'histoire d'un petit génie qui a atterri au bon endroit. Une route qui mène à Praia Grande, à 20 km de Santos, au sud de São Paulo au Brésil. Santos, le temple d'un dieu du football, à côté duquel il a trouvé place sur les autels de la ville. Quand Neymar Jr. naît en 1992, un adolescent brésilien sur 5 est encore illettré. Et la plupart des footballeurs pros du pays gagnent souvent moins de 1 000 € par mois. Sa chance à lui, avoir été entouré de l'amour et d'une volonté hors norme de parents qui n'auront de cesse de guider leur fils vers la sortie de secours, et eux avec. 20 ans plus tard, dans la rue d'à côté, l'enfant star a créé le cadre pour offrir cette chance à d'autres. L'Institut Neymar Jr., un complexe ultra-moderne inauguré en décembre dernier. 8000 mètres carrés qui bénéficient à 2300 enfants. Une grosse pépite d'or sur un tas de misère. Un lieu symbole de la trajectoire familiale et d'un duo père-fils indissociable. Car pour comprendre l'ascension de Neymar Jr., c'est le sillon creusé par Neymar Senior et Seou Ilzemar, le grand-père, qu'il faut d'abord suivre. Son audace, sa vitesse, c'était ses points forts. En fait, il faisait exactement ce qu'il voulait avec le ballon, il était spontané et il n'avait pas besoin de répéter ses dribbles. Il était imprévisible et les défenseurs ne savaient pas ce qu'il allait inventer. On a eu beaucoup de joueurs de talent ici. Parfois même des joueurs plus doués que Neymar. Mais ils sont très peu à avoir réussi à devenir des joueurs professionnels. Pourquoi ? C'est une bonne question. Parfois c'est à cause de l'entourage, à cause d'un manque de soutien familial, ou parce que le gamin n'a pas le choix non plus. Parfois, les gamins doivent travailler pour aider financièrement leur famille dans le besoin. Quand il était élève ici, il jouait tous les jours. Parfois, quand un professeur était en retard, on cherchait Neymar et on était sûr de le trouver sur le terrain. Il adorait cet endroit, cette ambiance. C'était quelqu'un de très déterminé. Il savait où il voulait aller. Il a réussi au mérite, bien sûr, mais aussi grâce au soutien indéfectible de sa famille. Les autres jeunes peuvent s'inspirer de son parcours. Il n'y a pas que la drogue ou la violence. Il y a d'autres façons d'être quelqu'un de bien pour la société. C'est un message. Neymar est notre exemple.
Neymar avait beaucoup d'amis ici, des amis aussi talentueux que lui. Ils auraient pu jouer dans les clubs brésiliens ou même à l'étranger, mais comme ils n'avaient pas une structure familiale solide, avec quelqu'un qui pouvait les guider et les conseiller, ils sont restés sur le bord du chemin. Aujourd'hui, beaucoup ont des difficultés. Ils sont pères de famille, n'ont pas d'argent, pas trop de futur. Nous sommes là pour essayer d'aider ces gens-là, pour résoudre leurs problèmes. C'est une goutte d'eau dans l'océan, mais elle peut faire la différence. Le 7 mars 2009, Neymar Jr. débute avec l'équipe pro du Santos FC. Séou Ilzemar, le grand-père, n'est pas là pour voir son petit-fils porter le même maillot que son idole Pelé. Il est décédé quelques semaines auparavant. Neymar Senior est là, lui. Jusque-là, il avait l'habitude de dire que Juninho était son fils. Ce jour-là, il déclare être devenu le père de Neymar Jr. et que l'heure est venue de s'occuper à plein temps des intérêts de son fils et de laisser définitivement les années noires derrière eux. Après ce sujet autour de Neymar, on va en profiter pour passer au dernier sujet de cette édition autour du tennis, du Master de Londres, avec sur ce plateau l'arrivée de Simon Moukete, coach certifié ITF, expert en relations publiques et coach mental également en sport. Simon Moukete, bonsoir. Bonsoir Edith, bonsoir tous les téléspectateurs et je salue un salut particulier à tous les amoureux du tennis du Cameroun et dans le monde entier. Et comme vous en êtes un, bien sûr, c'est la raison pour laquelle, avec vous, on va aborder le Master 1000 de Londres, en compagnie, bien sûr, de Silvio Demba. Alors, on évolue autour de cette actualité du Master 1000 de Londres. Alors, déjà, on va avoir assez rapidement le classement des 5 meilleurs joueurs, pour qu'on explique aussi rapidement le principe de ce Master 1000. Les 5 meilleurs joueurs ATP actuels avec Djokovic. Le second, c'est, je crois, c'est Andy Murray. Le troisième, c'est Federer. Le quatrième, le cinquième, c'est Nadal. Et le quatrième, c'est Wawrinka, le Suisse, effectivement. Alors, avant qu'on y arrive avec la technique, bien sûr, on reste sur ce Master de Londres. Aujourd'hui, avant-hier, on a vu la rencontre spectaculaire entre Federer et Djokovic. Comment l'avez-vous vécu cette rencontre? Je pense que c'est... Tout d'abord, je pense que le tennis a beaucoup de chance d'avoir des véritables gentlemen au sommet du tennis mondial, comme Federer, Djokovic et Nadal. C'est vraiment des véritables ambassadeurs de notre sport et qui transforment le sport aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, le tennis on suit le tennis partout, comme le foot dans des bars, dans des quartiers. Donc ils ont vraiment vulgarisé le tennis et c'est le bonheur pour nous, encadrés de tennis, parce que nous essayons, c'est beaucoup plus facile pour nous vraiment d'amener les enfants à continuer avec le tennis. Mais je pense que le Master, quand on dit le Master, ça regroupe les 8 meilleurs joueurs du monde. Au classement ATP, bien sûr. Au classement ATP, à la fin de l'année, au mois de décembre, on organise le Master sous forme de poules. Donc il y a des poules. Et puis après, il y a des matchs croisés. Et là, il y a un match qui vient de se terminer. Là. Il y a Djokovic qui vient de gagner Berdych. Ouais. Mais dans la poule justement de Federer, parce qu'elle nous intéresse déjà parce que bien sûr, il y a Federer, qui est une légende du tennis, qui a rencontré aussi Djokovic. On rappelle, Djokovic avec tout de même 32 matchs sans défaite sur terrain couvert. Ouais. Et Federer, malgré ses 34 ans, a réussi à vaincre Djokovic. Avez-vous été surpris, que ce soit Silvio ou bien sûr Simon? Pour ma part, déjà Federer, c'est tout un génie. Et être surpris qu'il prenne le dessus sur n'importe quel joueur au monde, ce serait pas... C'était tout de même Djokovic, parce qu'avec le niveau de performance... Non, vous savez, Federer, c'est quelqu'un, dans ses beaux jours, il produit un tennis vraiment de haute classe, impressionnant. Et il est prêt à tout, parce qu'il a tout ce qu'il faut pour se construire un point et pour amener avec lui le public, quoi. Alors, Simon Moukete, la performance de Federer malgré ses 34 ans face à Djoko, comment en tennis, malgré un certain âge, parce que 34 ans, c'est quand même pas si jeune que ça, en tout cas, tennistiquement parlant, comment expliquez-vous? Je pense que c'est la preuve que quand on est organisé, quand on a envie, quand on a soif, quand on a envie de gagner,
Vous savez, Federer n'a pas cessé de se remettre en question. Il a changé d'entraîneur. Il est parti, il a pris Edberg, et parce qu'il voulait repartir à nouveau, c'est-à-dire tout revoir à zéro. Il y a plein de joueurs comme ça qui ont vu des anciens joueurs rentrer dans le coaching, comme Djokovic qui depuis presque un an travaille avec Becker. Oui. On voit les résultats. Les résultats sont Donc immédiats. il y a Ivanovic qui est avec un autre, on voit des résultats. Donc je pense qu'accepter de se remettre en question, accepter de se bousculer, il a encore soif, comme il dit chaque fois. Le jour où il n'aura plus envie, il va s'arrêter. Mais il a encore soif d'aller chercher, il a encore soif de travailler parce que c'est beaucoup d'heures de travail tous les jours. C'est au moins 6 à 8 heures d'entraînement tous les jours. Donc c'est pas facile. La qualification de Nadal de Federer pour les demi-finales de la compétition. Également, on a aussi observé que Nadal c'est aussi bien illustré pour ce Master de Londres. Je pense que pour Nadal, c'était prévisible. Vous savez que Nadal a arrêté parce qu'il a eu une opération d'appendicite. Donc, il était obligé de revenir précipitamment à la compétition parce qu'il a vu son classement se dégringoler au niveau de la l'ATF. Donc, il a précipité son retour. Est-ce que c'est aussi peut-être parce qu'il était son groupe, les joueurs qu'il avait, parce que comme ils sont en groupe de 4, est-ce que ça a été si facile parce que je crois qu'il a rencontré Murray? Il a rencontré Birdie. Il a rencontré Birdie. Il a eu Murray. Murray, effectivement. Il s'est imposé surtout face à Birdie. Et c'est ça aussi qui a serré en demi-finale. Non, c'est pas de... Stam, ils ont gagné... il a gagné ATP Grand Slam. Oui, un Grand Slam. Donc, c'est pas des petits joueurs. Oui. À ce niveau-là, tout peut arriver. Mais je pense que Nadal commence à retrouver sa fraîcheur. Mais je pense que dans cette compétition, il y a quand même un favori qui est là, qui est Djokovic. Ça ne sera pas facile de le détrôner. Même comme Federer, on peut apprécier le tennis qu'il joue en ce moment. Mais aujourd'hui, au niveau du classement mondial, Djokovic est vraiment le meilleur. Il a pratiquement 2 fois plus de points que le deuxième. Oui, être meilleur au niveau du classement ATP, est-ce que Silvio, est-ce que c'est automatiquement vrai qu'il sera le champion pour ce Master de Londres? D'ailleurs, si Djoko ne remporte pas ce Master de Londres, est-ce qu'il y a des conséquences immédiates au niveau de son classement? Je crois savoir qu'il y a quand même au niveau des points, c'est assez conséquent. Un grand décalage. Lui et le second, ça voisine à 8000 points. Oui, c'est qui est impossible. Ce qui fait qu'il est carrément garanti pour être toute la mi-saison à garder sa place de numéro 1 mondial. Bon, pour être au top comme Djokovic et finir l'année en beauté, c'est vraiment pas évident parce qu'il a la fatigue. Il fait carrément plus de 40 finales et très souvent gagné. Lorsque vous dites 40 finales, que voulez-vous en tirer comme conclusion? Que le Master n'est peut-être pas sa priorité? C'est une obligation d'y être, mais pas sa priorité de la remporter? Non, c'est une priorité parce que c'est des mecs qui ont soif, ils ont envie de gagner. Il a envie de bien finir. Parce que c'est une compétition qu'il a déjà gagnée 4 fois. Donc il a envie. Nadal n'a jamais remporté. Donc ça serait pas facile. Mais c'est pas évident. Ça reste quand même légèrement ouvert, mais un peu d'avantage pour Djokovic parce que tous savent monter le niveau au meilleur moment, quand il le faut. Ça va être très très chaud les demi-finales. Oui, Franck. Oui, dit que pour Djokovic, gagner le Master de Londres, ce n'est pas une priorité. Je pense que ce tournoi est pour tous les tennisman de haut niveau une priorité. C'est quasiment le tournoi de fin de saison. On doit le remporter. On doit asseoir sa grandeur, son hégémonie sur le tennis mondial. Aujourd'hui, le tennis est l'un des sports qui ne ment pas. Là, quand tu es en forme, ça se voit. Je pense que pour le moment, Djokovic est en forme et il domine outrageusement le tennis mondial, comme l'a fait Federer de son temps, comme l'a fait Nadal. C'est vrai que ça n'a pas duré comme celui de Federer ou encore de Djokovic à l'instant. Mais comme le disait encore le coach, effectivement, Djokovic a énormément joué cette saison, raison pour laquelle aujourd'hui, quand il se retrouve face aux 7 autres ténors du tennis mondial, il y a non seulement la fatigue accumulée pendant effectivement cette période pendant toute une année, il y a cette fatigue-là qui fait son effet. Et quand on se retrouve face à un véritable tennisman qu'est Roger Federer, il y a de fortes chances qu'on puisse perdre si, 1, on n'est pas en forme et que 2, il n'y a pas la concentration. Aujourd'hui, on a Rafael Nadal qui malheureusement n'a pas
à cause des blessures et des opérations, n'a pas fait une très bonne saison, qui a à cœur de se racheter, de remporter pourquoi pas un trophée. Et le Master 1000, un tournoi de Londres, un tournoi qu'il n'a jamais remporté, est pour lui aujourd'hui, pourquoi pas une priorité. On a vu la manière élégante et même très facile avec laquelle Rafael Nadal a pu dominer Andy Murray. C'est dit qu'effectivement, dans ce Master 1000 de Londres, il y aura pour ma part 4 hommes qu'il faudra véritablement attendre. On a Nadal, on a Murray et on a effectivement Djokovic et Federer, même si Stanislas Wawrinka, qui est 4e mondial, peut être là, mais je pense que pour cette demi-finale, voilà quasiment les 4 qui pourront se retrouver à ce niveau de la compétition. Simon, on est bien d'accord, un Master 1000, 1000 points pour le vainqueur. Quelle est la différence entre... oui, je vous en prie. Je vais vous donner... Il y a 4 tournois de Grand Chelem. Flushing Meadows, Roland Garros, Wimbledon et US Open. Enfin, mais ouais. l'Australie, je crois. Oui, il y a ça. Mais et pour les tournois de Grand Chelem, vous avez 2000 points quand vous gagnez. Il y a des Master 1000, ça veut dire que si vous remportez, vous avez 1000 points. Il y a des ATP 500, si vous remportez, vous avez 500 points. Et puis il y a les 250. Si vous remportez, vous avez 250 points. Mais ce qui se passe, c'est que si vous gagnez Roland Garros cette année, et que l'année d'après, vous arrivez, vous perdez en demi-finale, vous perdez des points. Quand vous gagnez cette année, vous devez absolument gagner l'année prochaine pour ne pas perdre de points. Sinon, vous perdez 2000 points. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Donc, c'est très, très difficile pour tenir à ce niveau-là. Hormis cet aspect des points, Silvio, qu'est-ce qui fait la particularité chez ces tennisman de pouvoir apprécier plutôt une terre qu'une toute autre? Parce qu'on sait bien sûr qu'un joueur comme Nadal, il adore la terre battue. Il y a d'autres qui adorent la terre du Federer, c'est le gazon. Et d'autres qui sont pour le gazon. Et pour ce cas, le Master 1000 qui est plutôt une surface renfermée, est-ce que des cas comme Djokovic, ce n'est peut-être pas ses points faibles, ce genre de surface? Je dirais non, plus que Djokovic, je crois, il est tenant du titre. Il a fait carrément 4 années où il a remporté ce Master. Pour Nadal, lui qui n'a jamais remporté, bon, les conditions ne sont pas peut-être favorables pour lui parce qu'il joue très difficilement en indoor. On appelle ça en indoor, la surface bien couverte là. Bon, le grand défi pour Nadal, pour moi, ce tournoi, c'est de vraiment briser le mythe, quoi, de vraiment remplir sa corbeille de victoires, qu'il soit vraiment comme Federer, carrément casé sur toutes les surfaces et vraiment prendre le dessus comme meilleur joueur du monde aussi. Et je crois que son repos lors de ses blessures et maladies vraiment lui ont donné la capacité, c'est-à-dire l'énergie nécessaire de pouvoir vraiment soulever le trophée cette année. Il a démontré déjà dans ces deux précédentes confrontations où il a carrément mis derrière lui le numéro 2 et le numéro 4 mondial. Et on espère bien qu'en demi-finale, puisque déjà il est qualifié, et presque pour la demi-finale, qu'il sera le Nadal que nous avons connu dans les années précédentes où il a carrément dominé le monde de sa force physique et surtout de ses points magiques. Est-ce qu'on ne pourra pas avoir, je reste avec vous Simon Mokete, est-ce qu'on ne pourra pas avoir la surprise de Wawrinka pour ce Master? Wawrinka, ça va être difficile. Hein. Ça va être difficile. C'est vrai qu'il a une défaite, une victoire. Ça reste quand même très serré. Ça reste quand même, ça va pas être facile. Mais je pense que, vous savez qu'en Master, il y a aussi une question de jeu et des sets qui comptent en fait. Ça veut dire que vous pouvez gagner, on va calculer le nombre de sets que vous avez perdu, le nombre de sets que vous avez gagné pour passer voilà, des choses comme ça. Et je vais revenir un peu sur l'analyse de surface. Oui. La surface c'est très important parce que ça va avec des cultures de pays. En Espagne, on est beaucoup plus sur la terre battue. Nadal était obligé d'avoir un gazon chez lui. Quand il était allé à Wimbledon pour la première année, il a perdu. Deuxième année, il a perdu. La troisième année, il est arrivé en finale. Et après, il a gagné aussi. Donc, je pense qu'il y a une culture de surface. On sait qu'en Angleterre, on joue sur le gazon. Aux États-Unis, un peu partout, c'est du dur. Et aussi, en Espagne, on joue sur la terre battue. Donc, ça va. Et en France aussi, on joue un peu plus sur la terre battue. Je reste aussi avec vous parce que vous qui êtes formateur aussi dans une moindre mesure, pourquoi est-ce qu'on ne retrouve pas les Africains à ce niveau, notamment des Camerounais? On a connu quelques-uns ici qui ont eu des performances quand même assez conséquentes.
et d'autres qui sont aux États-Unis et qui après, bon, ça n'a jamais été ce niveau-là. C'est vrai que on a eu de bons résultats par le passé, parce que le Camerounais qui a eu le plus de victoires au niveau international, c'est Vougangelan, que ce soit en simple ou en double. Mais c'est vrai qu'on a du mal, parce que c'est quand même... Le tennis c'est un sport d'entraînement, le haut niveau, dans tous les cas, va avec la qualité. Mais quelles peuvent être les causes du fait que vous n'arrivez pas à avoir des joueurs à ce niveau, pour savoir si ce n'est pas le même lien avec le football, avec le coach? Oui, bien sûr, je voulais revenir là-dessus, en fait, parce qu'il faut être... Pour avoir la performance, il faut d'abord préparer un environnement qui peut recevoir la performance. Dans tout ce qu'on fait, pas forcément dans le sport, dans autre chose. Parce que si vous ne vivez pas dans la qualité, si vous n'arrivez pas à construire la qualité, vous ne pouvez pas produire la qualité. Donc c'est impossible de rester dans tout ce, je n'ai pas envie de dire le mot, ce désordre-là, et espérer que vous allez produire la qualité. Donc il y a tellement de choses qu'il faut aller. Parce que quand vous prenez un joueur, vu la façon dont vous allez le préparer, si le joueur ne comprend pas le sens du message que vous portez, ça veut dire que là, l'entraîneur a un problème. Si le joueur comprend le sens de ce que vous enseignez, et là, ça devient le problème du joueur. Mais il y a beaucoup de choses qu'il faut mettre en place qu'on n'a pas. Il n'y a pas assez de compétition chez les petits... Il n'en existe quasiment pas? Quasiment pas. Parce qu'avant, on a eu des joueurs qui ont fait Roland Garros minime et Roland Garros cadet à l'époque, parce qu'il y avait des tournois. De toutes les catégories, il y avait un véritable suivi. C'est le problème, hein. Ce n'est pas seulement dans le foot, mais c'est surtout dans le tennis aussi. Nous avons ce problème. Mais je pense qu'aujourd'hui, on revoit, on a de plus en plus de compétitions depuis pratiquement l'année dernière, et nous insistons sur les poussins, les benjamins et les minimes, et les cadets et les juniors, parce que c'est là où ça se passe. Et c'est là où le travail doit être. Aussi, il y a un véritable problème des entraîneurs. Et la fédération avec vous, ça se passe bien ou Oui, ça se passe bien. Parallèlement, je suis aussi directeur central de la Ligue régionale de tennis du littoral. Donc, je m'occupe de tout ce qui est fonctionnement, suivi, des choses comme ça. Mais je pense qu'il y a un gros problème de formation. Il y a un gros problème d'encadrement de formateurs. Parce que Sivio, c'est un des meilleurs jeunes coachs du Cameroun, mais il a besoin qu'on l'accompagne. Pour qu'il a envie de faire mieux, mais il faut qu'on l'accompagne. Ça veut dire qu'il faut que la solidarité olympique essaye avec les fédés à mener des coachs. Nous essayons aussi de les accompagner comme on peut, mais c'est toutes ces choses-là qu'il faut mettre en place pour qu'on arrive à voir. Parce que si les formateurs n'ont pas le niveau, ils vont former les enfants hors sujet. Ça veut dire qu'ils vont donner des formations hors sujet et ils vont insister là-dessus. Vous vous rendez compte? Les enfants sont carrément à côté et on insiste. Pendant 10 ans, pendant 15 ans, c'est impossible d'avoir des champions à ce cas. Très bien. On vous remercie Simon Moukete d'avoir été présent sur ce panel. On remercie également Silvio Demba pour la spécialiste du tennis. On en profite aussi pour Franck-Éric Difo, journaliste à BK Télévision, qui est avec nous. Bien sûr, le coach Diallo Sewé et le capitaine des Astres, Eumi Kabon. On remercie également la technique tout en s'excusant auprès du grand public pour le léger retard de cette soirée. On vous le signifie, lors des prochaines éditions, on reviendra à l'heure habituelle, 9h30 du soir. Sur ce, messieurs, dames, sachez que nous...